Si, alors donc on va s'attacher peut-être maintenant à la définition de ces principes humanitaires. De quoi parle-t-on quand on parle de principes humanitaires? D'autant plus que ça a été rappelé en préambule de notre de table ronde. Les acteurs sont aujourd'hui nombreux, en tout cas plus nombreux qu'ils étaient il y a 150 ans, et que du coup le CICR ne détient pas le monopole forcément de ces principes, ni dans leur définition, ni dans leur application. Il est intéressant de voir que justement à cette table, donc, nous avons une représentante d'ONG, un représentant de CCR et un représentant du ministère des Affaires étrangères, donc déjà 3 points de vue, 3 regards sur ces principes humanitaires. Je reviendrai quand même, honneur effectivement au CICR, vers vous, Pascal Dodin, donc peut-être pour que vous puissiez nous rappeler pour le CICR de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de principes humanitaires, quelle est un peu l'origine, comment se sont-ils forgés et quelle est un peu aujourd'hui leur signification? Oui, alors d'abord il faudrait peut-être rappeler que nous parlons, nous, souvent de principes fondamentaux, puisque au départ, c'est les principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et ils ont été élaborés au fil des années, à partir des années 20, notamment autour de l'idée d'impartialité, puis codifiés progressivement par Jean Pictet pour être approuvés par la conférence en 65. Mais on y fait déjà référence à partir de 86 dans l'arrêt Nicaragua contre USA, la Cour internationale de la justice. Donc peu à peu, ils sont rentrés dans ces principes sont rentrés dans le domaine public. Et puis on citera, enfin trop être technique, mais la résolution des Nations Unies assez fondamentale 46-182. Qui parle bien évidemment d'humanité, neutralité, d'impartialité, et puis la résolution 58-114 qui ajoutera en 2003 l'idée d'indépendance. Donc on le voit, ces principes ont été largement diffusés. On se concentre surtout sur les 4 principes, les 4 premiers principes qu'on appelle principes de l'action humanitaire. Et là, je dirais qu'il faut distinguer deux catégories de principes. Le principe d'humanité, d'impartialité, qui est une forme d'éthique fondamentale de l'agir humanitaire. La partialité étant évidemment pour nous un concept aussi fondamental. Et puis les 2 autres principes qui sont plutôt des leviers d'accès, comme la neutralité et l'indépendance, qui sont pour nous, sans les minoriser, mais plutôt des outils. Je dirais que les 2 premiers, humanité ou impératif humanitaire et impartialité, c'est le cœur même de l'éthique humanitaire. Maintenant, ces principes ont été repris largement par, je l'ai dit, les Nations Unies, par les ONG, le code de conduite pour les désastres naturels de la Croix-Rouge en 1994, maintenant plus de 20 ans, a été je dirais, adopté par plus de 500 organisations à travers le monde. Donc évidemment, ce qui se passe aussi avec ces principes-là, c'est que leur interprétation ne nous appartient plus et c'est relativement normal. Il n'y a pas au niveau de l'humanitaire une commission de la doctrine et de la foi comme au Vatican, donc chacun est aussi capable de les interpréter de manière différente. Alors évidemment, ça les a peut-être un peu affaiblis, ils sont parfois un peu détournés de leur fin initiale, parfois même un peu dévoyés, parfois certaines organisations ont plus de peine de les appliquer, même s'ils les revendiquent. Mais enfin, on doit dire que ces 4 principes ont eu d'une certaine manière un succès considérable et sont au cœur des discussions entre organisations humanitaires. Ils le sont même au moment où nous parlons sur des cas précis ou sur des interprétations précises. C'est pas une théologie morte, c'est véritablement un sujet de discussion, de controverse aussi, ce qui les rend particulièrement intéressants et vivants. Merci. Françoise Boucher-Saulnier, donc Médecins sans frontières, je le rappelais tout à l'heure. Bon, c'est un peu forgé dans le creuset de la guerre du Biafra, 68-69. On a beaucoup dit dans l'histoire de l'humanitaire qu'effectivement ça avait constitué une sorte de rupture
avec des médecins présents donc, et qui s'étonnaient du silence qui semblait découler de la neutralité de la Croix-Rouge. On a dit que MSF s'était un peu créé à cette époque donc, en contre-pied donc, de ces principes-là. On a vu ensuite, je crois, une évolution de MSF aussi, un pragmatisme opérationnel au fil des années. Quel est le point de vue de MSF sur ces principes ? Beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va essayer de rester simple pour aussi laisser la place au débat. D'abord, effectivement, MSF, c'est une organisation pragmatique qui se crée à partir d'un besoin d'action. Et Rony est dans la salle, il pourra dire à quel point peut-être il y a surexploitation de la différence. Hein. La neutralité est présente dans la charte d'MSF. Tout ça, enfin, il n'y a pas de refus des principes. Par contre, il y a achoppement sur parler d'interprétation, deux interprétations, va-t-on dire, qui sont foncièrement problématiques pour MSF et qui sont rejetées, qui concernent le silence, le devoir de silence, qui a longtemps été associé à ce devoir de confidentialité, mais aussi associé à la neutralité, ne pas prendre part aux polémiques publiques. Donc il y a une part, MSF étant une organisation médicale, on sait bien ce que c'est que le secret professionnel, et il y a des secrets professionnels qui s'imposent. Donc la confidentialité est quelque chose nous, on peut comprendre. Ce devoir de silence qui serait une contrepartie de la neutralité, c'est quelque chose qui a profondément été rejeté par MSF et qui n'est plus aujourd'hui de toute façon assumé non plus par le CICR. Donc on peut monter en épingle, ça n'a peut-être pas d'intérêt, je crois que c'est important qu'on regarde devant et surtout qu'on sorte des sentiers battus autour de ça. La neutralité n'est pas synonyme de silence, n'est pas synonyme d'absence de dénonciation. Pendant la guerre en ex-Yougoslavie, le CICR a estimé que la dénonciation des infractions graves aux conventions de Genève n'était pas une rupture et une violation du principe de neutralité. C'est souvent facile parce que les deux côtés et les deux parties violent, mais les principes, bien sûr, et le droit, le reste est un autre sujet. Donc ça, c'est un premier point d'achoppement très fort, dans lequel, en tout cas, MSF a permis une clarification de la doctrine, une clarification des principes dans ce qu'ils avaient de foncièrement quand même contestable, parce que le silence, ça se traduit aussi, c'est un délit même en droit, celui de la complicité. Et l'humanitaire peut être instrumentalisé, il l'a été dans le passé, il l'est dans le présent. Un des enjeux, un des éléments pour limiter l'instrumentalisation, c'est cette liberté de parole qui justement va s'appuyer sur les principes, puisqu'elle n'a pas pour but d'être une prise de parole politique au sens où on choisit un camp et on dit là est le camp du bien, là est le camp du mal, mais basée sur des principes. Donc premier point en tout cas sur lequel nous on a des commentaires, c'est ce principe de neutralité qui a fait beaucoup débat chez nous, et avec lequel on continue à vivre parce qu'on considère effectivement que c'est un principe opérationnel, hein, c'est pas un principe métaphysique ou existentiel, c'est un principe opérationnel. Tant que ça marche, eh ben, il faut s'en servir. Hein, et si ça ne marche pas, il faut y réfléchir et voir comment trouver d'autres leviers pour l'action, parce que le principe d'humanité et le principe d'impartialité sont des principes supérieurs, c'est-à-dire que là où il y a des besoins, il faudra que l'action passe. Alors, on vient à cette question qui est quand même très très importante, qui a aussi été beaucoup assimilée aux origines avec ce principe de neutralité, qui a une conception très interétatique. Hein. La neutralité, ça fait très 19e siècle aussi. Je disais, ce n'était pas un concept humanitaire ni ONG, c'était vraiment des principes de relations entre États. Vous êtes dans des alliances militaires, nous, on est neutres. C'était un principe de relation internationale qu'on a un peu dérivé, on a essayé de fabriquer de l'espace pour l'action de secours en tirant ce concept. Là où ça pose problème, et ça a posé problème notamment sur la guerre du Biafra, je rappelle qu'MSF n'était pas né à l'époque quand même, mais ça continue à poser problème aujourd'hui sur la Syrie ou sur d'autres pays, c'est le consentement de l'État à l'action de secours. Est-ce que, quand un État ne consent pas à une action de secours, on peut quand même y aller ? Alors, il ne s'agit pas d'y aller contre l'État sur le territoire qu'il contrôle, parce que c'est extrêmement dangereux, et les humanitaires sont pragmatiques. Il s'agit d'y aller sur les territoires que l'État ne contrôle pas, même s'il n'est pas d'accord. Hein. L'État a-t-il une souveraineté sur les territoires sur lesquels il a perdu le contrôle ? Donc ça, il y a une interprétation très extensive, très souverainiste, très dérivée du droit international public, et pas du droit humanitaire, qui voudrait que l'État reste le représentant souverain du peuple, de la population et des territoires, et que donc on ne puisse pas rentrer, faire du cross-border sur des territoires nationaux, mais non contrôlés.
Donc ça, cette question du consentement de l'État, c'est un élément qui était crucial lors de la guerre du Biafra, mais qui reste crucial aujourd'hui dans le débat qui est sur peut-on intervenir dans les zones libérées de Syrie malgré le refus du gouvernement syrien, qui explique bien, et de façon très agressive d'ailleurs, que les gens qui font ça sont des criminels et que s'ils les attrapent, c'est au minimum la prison, sinon pire. Comment se positionner aussi par rapport à ça? Pour nous, il n'y a pas de violation ni du droit humanitaire, ni des principes du droit humanitaire quand on rentre sur un territoire non contrôlé sans le consentement d'un État. Mais ça fait l'objet de débat. Donc ça, ce sont, j'allais dire, des éléments d'interprétation et du principe de neutralité qu'on revendique, mais qui ne sont pas aujourd'hui simplement le propre d'MSF. Mais je crois que si on veut être pédagogique, ça vaut la peine de les mettre en tant que tels sur la table. L'autre principe, celui d'impartialité, celui-là, il pose pas de problème particulier, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Donc si on fait de la pédagogie, allons-y. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre... Enfin, il y a la seule discrimination qui est autorisée, elle est basée sur les besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être partout. Et il y a cette espèce d'opposition. La neutralité, ça voudrait dire que si je suis chez les rebelles, je dois être chez le gouvernement, sinon je ne suis pas neutre. Et ça, c'est une fausse interprétation de la neutralité. L'impartialité, ça veut dire que si je dois choisir, je vais là où les besoins sont les plus forts. Et si je dois choisir, c'est le principe de réalité, c'est le principe de la vie, c'est le principe du pragmatisme. Donc de toute façon, l'action humanitaire passe son temps à choisir, et elle doit choisir. Elle est dans l'éthique, elle est dans le droit, quand elle va d'abord là où il y a les besoins. Et elle est dans une violation de son éthique dont elle doit se justifier, quand elle va là où il y a des besoins moins graves, parce que juste elle n'arrive pas à aller ailleurs. Donc ça, c'est aussi une obligation de forcer le passage, parce qu'on doit d'abord être là où c'est le plus grave, et pas là où c'est le plus facile. Alors ça, je vous laisse méditer, parce que voilà, les principes servent souvent aussi à accommoder le fait qu'on va là où c'est le plus facile, plutôt que là où c'est le plus grave. Principe d'impartialité, je vais vite, mais tu m'as dit que c'était important de pédagogique, donc je pense que c'est important de le faire. Sur le principe d'indépendance, pour nous, ce n'est pas un principe secondaire, parce que, en fait, le principe d'impartialité, si on n'est pas indépendant, on ne peut pas choisir. On fait les choix qui nous sont imposés par d'autres. Donc pour être vraiment impartial, il n'y a pas d'autre solution que d'être indépendant. Sinon, on ne peut pas garantir que le choix qu'on a fait, il est vraiment fondé uniquement sur l'importance des besoins. Donc l'indépendance, nous on la met vraiment au cœur, on la remonte. Ce n'est pas un principe secondaire, c'est un principe d'honnêteté. On ne peut pas dire qu'on est impartial si on n'est pas indépendant. On se moque des gens. Sur le principe d'humanité, je pense que ça vaut la peine aussi de redire un mot, parce que ça a l'air d'être le principe le plus simple, c'est quand même le plus compliqué. Parce que tout est humanitaire, tout est bien. Et aujourd'hui, notamment, beaucoup d'organisations sont dites humanitaires, alors qu'elles poursuivent des buts qui sont l'intérêt de l'humanité au sens large. Donc, à une autre époque, on aurait appelé ça avec d'autres termes. Aujourd'hui, on dit humanitaire, ce qui fait qu'en pratique, comme beaucoup de choses sont humanitaires du moment qu'elles concourent au bien-être de l'humanité, ou à la promotion des valeurs humaines, eh bien on se retrouve avec des conflits de principes, là pour le coup extrêmement forts, entre faut-il lutter contre l'impunité et soutenir ou pousser des femmes violées à porter plainte, ou les soigner en cachette et se taire. Voilà. Ça c'est du quotidien, et ça nous oppose concrètement aux Nations Unies qui viennent réquisitionner des dossiers médicaux au Congo, et qui pousse très simplement les groupes armés à demander aux victimes de ne surtout pas s'approcher de centres de soins, et les victimes à ne plus fréquenter les centres de soins. On est dans des conflits de principes évidents sur lesquels il faut choisir. L'humanitaire, c'est toujours de choisir. Donc ce principe d'humanité, il est vraiment le plus problématique, parce que la défense des droits de l'homme se qualifie aussi de quête humanitaire. La lutte contre l'impunité fait partie des agendas humanitaires aujourd'hui, des agendas humanitaires intégrés des Nations Unies, mais aussi des États, puisque les Nations Unies, c'est quand même les États. Et ça pose problème. Je le rattache à une autre difficulté qui est antérieure, mais qui reste sous-jacente si on veut faire de la pédagogie. C'est un débat assez ancien sur le côté, finalement, la victime, elle se fout complètement de savoir qui est la main qui lui donne à manger. Alors, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour retomber là-dessus. Donc, en gros, finalement, la valeur de l'acte, c'est l'acte lui-même. Et puis d'autres, par ailleurs, qui diraient que finalement, ce qui compte, c'est l'intention. On revient sur tout le débat qu'il y a eu quand même sur le professionnalisme des organisations humanitaires, parce que même avec un cœur gros comme ça et des intentions magnifiques, on peut faire des grosses bêtises.